Les podcasts du Figaro. Fermez un instant les yeux et imaginez-vous confortablement installé dans un siège à bord de l'avion qui vous ramène à la maison après une bonne journée de travail. Vous avez pu obtenir une des places de l'avant, les meilleures car les plus éloignées des réacteurs. Mais soudain, en plein vol, une déflagration retentit. Un grand boom. La carlingue se retrouve inondée de lumière. En levant la tête, on voit le bleu du ciel. Et pour cause, le toit de l'appareil a carrément disparu. Votre journal, vos lunettes, votre sac, tous vos effets personnels ont été aspirés par la décompression. Dieu merci, vous n'aviez pas détaché votre ceinture de sécurité. Vous lui devez tout simplement la vie. C'est elle qui vous retient et vous empêche d'être éjecté. Le vacarme infernal qui règne dans ce qui reste de la cabine ne permet évidemment aucune communication avec les autres passagers. Tout le monde hurle, la terreur se lit sur les visages. Agrippé à votre siège, c'est la panique dans votre tête. Les questions se bousculent. Avec cette explosion à l'avant de l'appareil, est-ce que le reste de l'avion ne va pas se désintégrer totalement ? Est-ce qu'il va pouvoir se poser sans se briser ? Ma ceinture va-t-elle tenir le coup ? Sera-t-elle assez solide pour ne pas se détacher ? Voilà ce qu'ont vécu les passagers du Boeing 737 du vol Aloha 243 le 28 avril 1988. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac et bienvenue dans les récits du Figaro. Les accidents aériens ne tournent pas toujours à la tragédie. Le professionnalisme, le courage et la dextérité des équipages ont souvent permis d'éviter un drame. Les miraculés du ciel existent et dans cette série d'épisodes, je vais vous raconter ces histoires incroyables. Le vol de 143 est un vol très court. Il faut 35 minutes pour parcourir les 180 km entre ces deux îles de l'archipel d'Hawaï. Le vol relie Hilo à Honolulu. C'est une sorte de navette aérienne, surtout empruntée par la population locale. Le Boeing 737 d'Aloha Airlines n'en est pas à sa première rotation ce jour-là. Il a déjà effectué 9 vols consécutifs. Robert Schnerzheimer, que tout le monde appelle Bob, est le commandant de bord. Il vient de passer le cap de la quarantaine. Il totalise 8500 heures de vol, dont 6500 sur B737. Il travaille depuis 11 ans pour la compagnie. À ses côtés, son copilote, une femme, Madeleine Tompkins, surnommée Mimi. Cette Texane de 36 ans est en passe de devenir commandant de bord. Tout comme les pilotes, les hôtesses sont elles aussi très expérimentées. La chef de cabine, Clarabelle Lansing, surnommée Sibi, est la plus ancienne salariée de la compagnie. Elle vole depuis 37 ans. Sa collègue, Michelle Honda, a pour sa part 14 ans de métier. Jen Sato Tomita, la troisième hôtesse, 19 ans de maison. Il est un peu plus de 13 heures quand les 89 passagers embarquent sur le tarmac de la jolie ville d'Hilo. Le décollage est prévu à 13h25. Mimi est aux commandes, Bob assure les communications radio. Il faut bien une vingtaine de minutes pour atteindre l'altitude de croisière de 7300 mètres. Les contraintes exercées par la pressurisation sur les parois de la carlingue deviennent alors élevées. Elles vont d'abord faire céder un morceau du plafond. Quelques instants plus tard, la moitié supérieure de l'avant de l'appareil, située entre le cockpit et l'emplanture des ailes, va littéralement disparaître. Le biréacteur américain de la compagnie Aloha Airlines a été pratiquement transformé en décapotable par l'explosion qui vient de se produire. Clarabelle, la chef de cabine, se trouve à ce moment-là à la hauteur du 5e rang. Elle ramasse des gobelets. Elle est aspirée et éjectée hors de l'appareil. Médusée, les passagers la voient disparaître dans les airs. Jen est gravement blessée par des débris. Des passagers vont l'agripper fermement pour qu'elle ne disparaisse pas comme sa collègue. Michelle, au niveau des rangées 15 et 16, est projetée au sol, blessée. Elle arrive malgré tout à ramper dans l'allée centrale. À chaque passager, elle demande « Savez-vous piloter ?» Vu les dégâts, elle n'est pas tout à fait certaine que les pilotes soient encore aux commandes de l'appareil. Robert et Mimi sont pourtant toujours là. Passé un moment de stupeur, leur professionnalisme reprend le dessus. À
13h48, soit 3 minutes après la perte de l'avant du toit de l'avion, ils établissent un contact avec le sol. Plus question de rejoindre Honolulu. Le vol de 143 se dirige vers l'aéroport de Kaului, situé sur une autre île plus proche de l'archipel de Hawaï. Mais attention, il faudra piloter juste. Ce terrain, entre guillemets, est encastré dans une vallée entre deux massifs hauts de 3000 mètres. L'avion répond bien aux commandes, même si elles sont dures à manœuvrer. Les circuits hydrauliques ont souffert, les câbles électriques fouettent l'air comme des serpents déchaînés. En cabine, ou ce qu'il en reste, on serre fermement tout ce qui ne permet de ne pas s'envoler. Le bruit est assourdissant. L'un des passagers voit le plancher se déformer. Va-t-il résister ? À 3000 mètres, Bob, le commandant de bord, ralentit l'avion et vire avec précaution. La tour de contrôle de Kaului passe un ordre. Procédé direct sur piste 02. Pas question en effet d'effectuer une approche avec un circuit. La vitesse descend à 350 km/h. L'avion vibre beaucoup. Les pilotes craignent qu'une turbulence disloque l'appareil. Il faut maintenant sortir le train d'atterrissage. « Gear down !» crie Robert. Mais sur les 3 lumières indiquant la pleine sortie du train d'atterrissage, il en manque une. Il n'y a que 2 vertes qui s'allument au tableau de bord. La roulette de nez n'est pas descendue. Tant pis, on se posera comme ça. La vitesse est réduite à 280 km/h et l'avion devient de plus en plus difficile à manœuvrer. Par chance, la roulette avant finit par sortir. Tout le monde retient son souffle. Des passagers s'étreignent, comme pour se dire adieu. Le vol de 143 atterrit sans encombre. La machine a tenu. À bord, tout le monde applaudit et rit, soulagé d'être en vie. Le pilote a réussi un atterrissage parfait. Un des passagers dira même plus tard, il a fait descendre l'avion si doucement, c'était comme rouler en Cadillac. Sur les 95 personnes à bord, 60 ont été blessées, 12 hospitalisées, dont 2 dans un état critique. Un des témoins de l'atterrissage a indiqué avoir aperçu un passager avec le bras arraché. Et il manque une personne, l'hôtesse Clarabelle Lansing. La mère ne rendra jamais son corps. L'enquête démarre immédiatement. L'avion n'est pas de première jeunesse. Il est sorti des chaînes de son constructeur en 1969. Il a donc 19 ans au moment de l'accident. Les enquêteurs du Bureau national de la sécurité des transports s'orientent vers une défaillance de la structure. Le jour de l'explosion, une passagère du vol 243 avait remarqué une fissure le long de la porte d'embarquement. Elle ne l'avait pas signalé à l'équipage, de crainte de déranger pour rien. À vrai dire, il s'agit plutôt de micro-fissures. Elles se sont produites autour des rivets d'assemblage. Avec le temps, elles auraient miné la solidité de la carlingue et provoqué la catastrophe. Mais un autre expert penche plutôt pour la théorie dite du coup de bélier. Boeing avait prévu des renforts placés tous les 25 cm afin de circonscrire la zone touchée en cas de décompression. Le corps de l'hôtesse Clarabelle Lansing aurait obstrué le trou causé par la première défaillance de la structure de l'avion. L'air ne pouvant plus s'échapper, un phénomène de surpression qualifié de coup de bélier aurait alors fait sauter une partie beaucoup plus importante du fuselage. Quoi qu'il en soit, il s'est avéré que la compagnie n'avait pas suffisamment bien entretenu un appareil qu'elle sollicitait énormément. Depuis le vol Aloha 243, le vieillissement des avions fait l'objet d'une surveillance particulière. Le sang-froid et la compétence de l'équipage du vol Aloha 243 sont indiscutables. Il a su maîtriser un appareil dans une situation de détresse qu'aucun manuel de pilotage n'avait jamais envisagée. Malgré la disparition de plus de 35 mètres carrés de fuselage, l'avion ne s'est pas désintégré et il est resté parfaitement manœuvrable. Ce Boeing 737 était traité comme une bête de somme par Aloha Airlines. Il a été construit pour assurer 75 000 cycles. Quand on parle d'un cycle, on parle de décollage, croisière, atterrissage. L'avion en totalisait plus de 89 000 lors de l'accident. Chaque cycle est éprouvant pour la structure de l'appareil en raison des contraintes liées à la pressurisation du fuselage, sans parler des chocs consécutifs aux atterrissages sur l'ensemble de la structure. L'avion volait également en permanence au-dessus de la mer et on le sait, le sel favorise la corrosion.
Boeing avait attiré l'attention des utilisateurs de son 737 sur le soin particulier qu'il fallait porter lors des entretiens à la fatigue structurelle, ce dont la compagnie Aloha n'a guère tenu compte. Si Boeing s'est déjà trouvé dans la tourmente en raison de problèmes découverts sur la dernière version du 737, cet appareil constitue néanmoins l'une des plus belles réussites de l'aéronautique civile. Un exemplaire de ce biréacteur vendu à plus de 10 000 unités décolle toutes les 5 secondes d'un aéroport de la planète. Merci d'avoir écouté cet épisode des Miraculés du ciel. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour vous raconter l'incroyable histoire de cette A330 qui s'est retrouvée en panne totale de moteur pendant plus de 21 minutes au-dessus de l'Atlantique. Alors, soyez au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site du Figaro.fr et sur nos réseaux sociaux. L'histoire du vol Aloha 243 est à l'origine d'un article écrit par Philippe Doucet dans le Figaro du 24 juillet 2019. Il a été adapté et raconté par Anne-Emmanuelle Isaac et monté par Ben Dely. Les podcasts du Figaro.